Bonsoir, merci de regarder Espace TV à l'abbé Sangaredi Sigiri. Bienvenue dans Politiquement Correct. Ce soir, nous faisons l'analyse sur l'actualité socio-politique de notre pays après près de 4 ans et demi de gestion de celui qui a symbolisé le changement en Guinée, le professeur Alpha Condé. Lors de son investiture, l'homme avait pourtant promis aux Guinéens une nouvelle ère, une justice pour tous, un développement harmonieux, une réconciliation entre tous les Guinéens. Aujourd'hui, que constatons-nous sur le terrain? Pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau Dr Fayam Limono. Il est président du bloc libéral, parti issu de l'opposition guinéenne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Diallo, et bonsoir aux téléspectateurs de Espace. Et de l'autre côté, donc, notre second invité, il s'agit de M. Moussa Djoumessi, consultant politique au groupe Adafo Média. Bonsoir, M. Djoumessi, bienvenue. Bonsoir, M. Pathé. Bonsoir à l'ensemble des fidèles auditeurs de Espace TV également. Téléspectateurs. Voilà, donc on va ouvrir le débat. Dr Fayam Limono, la question centrale aujourd'hui, la Guinée va-t-elle bien après 4 ans et demi de gestion du professeur Alpha Condé? J'aurais aimé dire que la Guinée va bien parce qu'après quand même beaucoup de souffrances, ce peuple a connu des situations très très difficiles. Nous venons de loin quand même. Nous venons de très loin. Il y a eu tellement de sacrifices pour que nous allions aux élections en 2010. On aurait souhaité aujourd'hui dire que tout va très bien, que le pays est en train de décoller, mais c'est le contraire. Je l'ai dit à ma descente d'avion il n'y a pas longtemps, le professeur a échoué, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit qu'il allait réconcilier les Guinéens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a promis. Aujourd'hui, en 4 ans, nous avons connu plusieurs affrontements, plus d'affrontements interethniques dans notre pays qu'on en a connu pendant les 50 premières années de notre indépendance. Ça prouve que les Guinéens sont en train de se diviser. Les Guinéens sont aujourd'hui véritablement divisés. Sur le plan économique, oui, on nous fait beaucoup d'annonces. On nous a annoncé la construction d'une raffinerie. On vient de nous parler d'un cadre d'investissement qui va mobiliser des dizaines de milliards. Dans le débat, oui. Mais, en tout cas, le quotidien des Guinéens ne s'est pas amélioré. Aujourd'hui, les Guinéens semblent être plus pauvres qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. Et aujourd'hui, de moins en moins, les Guinéens ont l'eau potable. De moins en moins de quartiers, nous entendons la belle chanson TFA, lorsque le courant venait. Aujourd'hui, ça ne vient pas. Si on n'entend pas cette chanson, c'est parce que le courant ne vient plus. Pourtant, alors, il y a eu de gros investissements dans beaucoup, ce domaine. Et c'est cela la question actuellement, parce que le professeur Alpha Condé a dit lui-même qu'il a investi dans le domaine de l'énergie, c'est que tous les gouvernements avant lui n'ont pas investi dans le domaine de l'énergie. Mais lorsque nous voyons la situation aujourd'hui, on se demande où est parti l'argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ce sont des questions que peut-être nous aurons à lui poser dans les mois qui vont suivre, parce que très bientôt, son mandat sera à expiration. D'accord, on va revenir. Alors, M. Djoumessi, la Guinée va-t-elle bien en tant qu'analyste politique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que nous avons vraiment encore beaucoup de choses à faire dans ce pays? Alors, je commencerai par ce dernier passage. On a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il est regrettable aujourd'hui que les Guinéennes et les Guinéens ne soient pas écoutés, ne soient pas entendus et que les réponses ne soient pas apportées justement à leur situation ou à leur attente. Il est regrettable de ne pas dire aujourd'hui que la Guinée va très bien. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Fayam Limono, il est quand même important de souligner qu'à la lecture des indices de perception après l'investiture du président de la République Alpha Condé, que les Guinéens ont cru. Ils ont continué à croire. Mais je pense que cet enthousiasme est allé très vite dans l'illusion que les uns et les autres se sont tout de suite fait de la réalité. Il est important également de rappeler, n'est-ce pas, durant ce parcours, que nous pouvons regarder par-ci,
par là certaines réalités. Sur le plan économique, je dirais qu'il y a eu plus ou moins de la rigueur à un certain moment donné pour atteindre un objectif crucial qui était le PPTE. Il y a eu de la rigueur, mais il faut reconnaître que ce sont d'ailleurs a été longtemps... ce sont les Guinéens, en fait. Il faut remercier, tirer le chapeau pour les Guinéens. C'est les Guinéens qui ont soutenu ce programme et nous avons obtenu ce... Sauf que le président et son gouvernement estiment que c'est son œuvre, c'est leur œuvre. Ben, tant mieux. Et ce sont eux qui le disent, ça les engage. Moi, c'est le peuple de Guinée, en fait. Parce que les sacrifices consentis sont des sacrifices qui sont consentis par le peuple de Guinée pour y arriver. Moi, mon référentiel suprême reste le peuple, pas un individu, pas simplement un système ou une époque. Nous sommes dans un monde qui évolue. Le temps et l'espace sont les facteurs, sont à la fois les dénominateurs et les numérateurs communs. Donc, pour continuer, n'est-ce pas, à parler de la situation actuelle du pays ou de l'analyse, n'est-ce pas, de la situation économique et sociale, je disais tout à l'heure, je faisais allusion un peu au fait qu'on avait réussi à restaurer à un moment donné les équilibres macroéconomiques. Ça nous a permis d'atteindre. Donc, il y a une certaine confiance qui commençait à s'afficher à l'horizon. Il est regrettable que cette confiance se soit retournée, que l'horizon se soit éloigné. Également, il faut remarquer, jamais dans la vie de notre nation, les Guinéens n'ont eu peur les uns vis-à-vis de l'autre, même sous la Première République. C'est vrai que la Guinée est un pays qui est né sous le signe du refus en 1958, par le nom historique, mais très rapidement, les uns et les autres sont devenus des parias. Le papa avait peur de la fille avait peur de sa maman, la maman avait peur de son oncle. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, reconnaissons que nous sommes en train de faire face à une conjonction de fléaux qui non seulement divise, mais risque de nous amener, si on ne fait pas très attention, à nous faire perdre notre pays. D'accord, on va y revenir. Docteur Faya, notre analyse va se porter sur le plan social. Vous aviez touché tout à l'heure. Socialement, ça ne va pas en Guinée. En tout cas, beaucoup d'observateurs estiment ainsi, en tout cas, voir la situation. Vous avez parlé des querelles, en tout cas interethniques, des guerres interethniques. On se rappelle à Saoro, Zérékoré. Et la nouveauté dans cette affaire, c'est l'Ofouta qui est touché encore. Tout à fait. En fait, lorsque le professeur arrivait au pouvoir en 2010, il faut reconnaître que les 4 mois des élections présidentielles avaient laissé le tissu social en lambeaux. Il avait promis qu'il allait réconcilier. Il a promis qu'il allait réconcilier les Guinéens. Mais très tôt, on s'est rendu compte qu'il ne croyait pas tellement en ce qu'il disait. Quand il a accordé la première interview à un média étranger, c'était lors du sommet de l'Union africaine, où il a dit, écoutez, les Guinéens doivent pardonner. Lui, il a pardonné, il a été condamné par contumace, il a été emprisonné par le régime de Lansana Conté. Lui, il a tourné la page, il a pardonné, tous les Guinéens doivent pardonner. Alors on comprenait donc là qu'on s'inscrivait dans une pardonnerie. Comme on nous l'a demandé en 1984, lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, peut-être de peur, les prisonniers. Voilà, de peur d'être rattrapés par l'histoire, ils n'ont pas fait le diagnostic du régime de Sékou Touré. On nous a demandé de tourner la page sans l'avoir lu. Alors, c'est la même chose que Alpha Condé a demandé en 2010. Aujourd'hui, sa politique de division, parce que son interprétation même de la constitution guinéenne est dangereuse. Parce que pour la première fois, les Guinéens se rendent compte que pour être aujourd'hui même un Premier ministre en Guinée, il faut être né en Basse-Côte. Pour être un président de l'Assemblée, il faut être né en région forestière. Il y a aujourd'hui une instrumentalisation. Il y a une instrumentalisation et qui est officielle, parce qu'on utilise les fonds publics pour financer, n'est-ce pas, des associations de division. Vous prenez l'association des Roundé, les associations de Mandindialon, Mandempou, Mandentan, etc., etc. Je crois qu'on n'a pas besoin d'insister sur ce qui nous différencie. Il y a beaucoup de choses qui unissent les Guinéens. On peut insister là-dessus pour essayer de réconcilier les Guinéens. Il avait commencé en demandant aux 2 prélats, l'imam de la grande mosquée Faisal et Monseigneur Koulibaly, de se mettre ensemble pour penser
à une possibilité de réconciliation. Depuis, on n'en entend plus parler. Le problème, docteur Faye, excusez-moi, pour beaucoup, la Guinée, il n'y a pas de problème entre les Guinéens. C'est ce qu'on nous dit de l'autre côté. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème majeur parce que les Guinéens ne se détestent pas au point qu'aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, nous avons des foyers de tension un peu partout. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a commencé à Galapay, où on a vu des Guinéens brûler d'autres Guinéens comme s'ils étaient en train de brûler un animal. Nous avons connu des affrontements à Koulé, on a connu à Nzérekore, à Beila, on en a connu à Guékédou, à Kassadou, à Conakry ici. Et puis aujourd'hui, partout dans le Fouta, on en a entendu parler à Lilouma, maintenant c'est à Mamou. Alors, quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Je ne crois pas que soudain, les Guinéens sont devenus des loups pour d'autres Guinéens. On ne se déteste pas à ce point. Mais c'est une politique officielle aujourd'hui dans notre pays que les Guinéens soient divisés, les Guinéens soient occupés à se détester, à se tirer dessus, à se prendre des manchettes. Comme ça, on laisse un pouvoir qui a échoué. Nous l'avons dit, Alpha a échoué et il veut effectivement que les Guinéens ne pensent pas à n'analysent pas son bilan qui est catastrophique. Il va occuper les Guinéens à se détester, à se tirer dessus, à se prendre des manchettes les uns contre les autres. D'accord. Alors, M. Djoumessi, est-ce qu'on a vraiment raison d'utiliser cette instrumentalisation, si on peut l'appeler comme ça, cette division pour régner longtemps? Est-ce que ça peut vraiment aller loin? Cela ne peut jamais être porteur. Jamais porteur, pour la simple raison que ce n'est pas une valeur. Pour la simple raison que ça ne repose pas sur un pilier qui est un pilier, n'est-ce pas, qui peut nous servir dans le temps et très longtemps. Mais ce que je veux dire, permettez-moi de faire un rapport comparatif. Lorsque vous prenez à l'indépendance de la République de Guinée, les premiers actes, parmi les premiers actes qu'on a enregistrés, c'était d'abord la suppression pratiquement des cantons, c'est-à-dire toute forme, n'est-ce pas, sociale ou la stratification sociale de notre pays qui pouvait permettre, n'est-ce pas, des divisions ou des dissensions entre l'ensemble ou les éléments composites de cet ensemble que la nation guinéenne composait. Ça, c'était le premier élément. Donc, ceci, en fait, contribuait à renforcer le tissu social, à faire en sorte que chacun accepte l'autre dans la différence, que chacun s'inspire. Parce que, de toute façon, ce sont des valeurs universelles. Oui, ce sont le plus gros acquis qu'on a en République de Guinée, mais dont on ne fait pas du tout allusion, c'est, si vous voulez, ce sont les valeurs traditionnelles qui sont des valeurs unificatrices de notre pays. Ce sont ces valeurs-là qui font jusqu'aujourd'hui, au-delà de tous les tumultes politiques, que la Guinée ne s'est pas déversée. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les valeurs traditionnelles. Alors, je vous dis que jusqu'aujourd'hui, il y a long à dire. Si nous essayons de prendre un seul exemple entre Timbo de Kanka et Timbo de Mamou, c'est un exemple. C'est un exemple frappant, c'est un exemple qui repose sur des valeurs spirituelles, c'est un exemple qui repose sur des valeurs de conciliation, de formation d'un ensemble, donc d'un tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, il me paraît important de dire que lorsque vous voulez tuer quelqu'un, un ensemble, un État, un peuple, il ne faut pas lui retirer son courage, retirer-lui tout simplement son espoir. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes face à cette situation. Vous pensez que le Guinéen n'a plus d'espoir? Non, le Guinéen a encore de l'espoir. Mais je dis, apparemment, nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre cet espoir-là, apparemment. Faudrait-il que ceci interpelle nos dirigeants pour réorienter leur stratégie? Non, mais excusez-moi, cela n'est pas propre seulement à la Guinée. On sait que de façon générale, l'Afrique peine encore à bouger, vous le savez bien. Oui, mais vous savez que l'Afrique peine à bouger. Nous avons déjà un organe fédéral continental qui a été d'abord au premier plan, l'OUA, qui n'a pas réussi. Ouais. Les pères fondateurs se sont fixés des idéaux et ils se sont battus, n'est-ce pas, sur la base de ces idéaux. Et au finish, aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, à l'Union africaine. Les pères, c'est-à-dire les chefs d'État, malheureusement, se replient sur eux-mêmes, sur leur nation, un nationalisme creux qui ne permet pas de suivre l'évolution du monde. Aujourd'hui, le monde subit des mutations instantanées. Ouais, c'est la mondialisation. La mondialisation. Tout ce que vous connaissez comme procédé de création de richesse, aujourd'hui, tout a changé. Donc, il y a lieu que les dirigeants puissent avoir des alternatives pertinentes.
très très pertinents dans la manière de percevoir leur gouvernance, leur mode de gouvernance, mais surtout de servir même le peuple. De servir le peuple. Il est excessivement important. J'ai assez d'exemples aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de sortir, d'être dans certains milieux, de comprendre que le pouvoir même commence, le pouvoir politique, au regard des populations, commence à apprendre à s'approprier de cette question, à poser des questions à ceux-là qui veulent conduire les destinées du peuple et à leur faire remarquer, eux, leurs attentes. Qu'est-ce qui devrait être prépondérant dans leur manière de gérer le pays. Donc c'est tout simplement dire aujourd'hui que le pouvoir de proximité, qui est un pouvoir de la base, commence à prendre de l'ascendance sur le pouvoir au sommet. Je dis, l'exemple vient toujours d'en haut, l'imitation vient d'en bas. Il faudrait que nos dirigeants comprennent ça. Nous sommes dans une nation, dans un pays, où les gens pensent qu'ils vont continuer à nous maintenir dans un statu quo. Je dis non, la dynamique qui est engagée est irréversible et la Guinée subira, n'est-ce pas, ce changement d'une manière ou d'une autre. Je voudrais juste profiter pour rappeler que malheureusement, le professeur Alpha Condé avait vraiment un slogan fort, mais auquel malheureusement on n'a pas donné de contenu. Ensemble, changeons la Guinée. C'est un slogan très fort. Ça veut dire qu'il appelle tous les Guinéens, tout le monde, de quelque bord qu'ils soient, qu'ils prennent part à la construction d'une nouvelle nation. Ça me rappelle le slogan de Mandela, le New Black Empowerment. À sa sortie de sa prison, quand les Noirs étaient prêts à exterminer les Blancs. Il a dit non, ce n'est pas ça. S'ils conduisent le nucléaire, c'est que vous pouvez conduire historique, le nucléaire. Et c'est ce qui a fait de Mandela un homme. Mais à ses débuts, tout le monde sait ce que Mandela était. Donc, ça veut dire que le temps l'a permis de se rattraper, de réorienter sa stratégie, et de servir son peuple. D'accord. Et jusqu'à sa mort. On va y revenir alors, docteur Faya. Je le disais dans l'entame de cette émission, ça a suscité beaucoup d'espoir au niveau, en tout cas au sein du peuple de Guinée, voir un nouveau président démocratiquement élu, comme on le dit, à la personne d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, on se demande où se situe effectivement le problème de la Guinée. Parce qu'on se dit quelque part, il gouverne avec des Guinéens aussi. Il y a des Guinéens au sein de son gouvernement. Bien sûr, il y a des Guinéens au sein de son gouvernement. La première contradiction du professeur Alpha Condé, c'est qu'il gouverne aujourd'hui avec ceux qu'il a combattus pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt à gouverner. On ne s'est jamais rendu compte en Guinée que le premier scandale que nous avons, c'est le scandale humain. Encore aujourd'hui, le choix des hommes fait défaut. On n'a pas à des positions de commande des gens qui ont de la compétence, des gens qui ont de la probité. On choisit des gens par copinage, par fraternité, par considération ethnique ou régionale. Comment cela peut-il être possible, docteur Faya, lui qui a longtemps... C'est parce qu'il n'a jamais cru en ce qu'il disait. Mon frère disait tout à l'heure qu'il avait trouvé un grand slogan qui était creux, hein, ensemble pour le changement. Alors, mais il ne croyait pas en cela, parce que pour lui, ensemble ne comprenait pas certaines catégories de la population guinéenne. Il l'a montré dès le début, malheureusement. Parce qu'on a eu l'impression, quand il a pris le pouvoir, il s'est annoncé comme le Mandela, qu'il va être la synthèse du Mandela et de Obama. Les gens avaient de l'espoir. Les gens avaient pensé qu'il y aurait des actes qui suivraient ces mots. Mais non. Pendant les 5 mois qui ont suivi son installation, c'est comme s'il était encore en campagne électorale. Il continuait à s'attaquer à des groupes ethniques. Il continuait à insulter des groupes, etc., etc. Alors, cela a radicalisé les positions et malheureusement, nous savons la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il a complètement échoué sur ce terrain-là de réunifier les Guinéens, de ressouder le tissu social et c'est ce qui est la première explication de son échec. La deuxième explication de son échec, il faut le reconnaître, on ne fait pas toujours du nouveau avec l'ancien. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut faire du nouveau avec l'ancien. On est aujourd'hui dans un imbroglio minier. Tous ceux qui ont participé à cette corruption sont autour de lui.
Vous comprenez? Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas une manière de mieux comprendre ce qui s'est passé? Ce n'est pas une manière de mieux comprendre. Il y a des Guinéens qui ont de la compétence. Il y a des Guinéens qui ont qui ont de l'expérience en matière de gestion de mines à l'extérieur. Il faut qu'on décomplexe un peu les choses dans notre pays, qu'on comprenne que les ressources guinéennes, où qu'elles se trouvent, nous devons aller à leur recherche et mettre des gens à des positions en tenant compte de leur mérite, en tenant compte de leurs compétences. Alors là, le professeur Alpha Condé, dans toutes ses nominations, c'est le critère compétence, le critère mérite qui sont complètement absents. Ce qui fait que nous sommes avec un gouvernement pléthorique de près de 50 personnes qui n'ont pas une ligne directrice claire. On ne sait pas réellement ce que ce gouvernement veut, où ce gouvernement veut amener la Guinée. Alors, finalement, on retombe dans les mêmes choses. Il y a eu, certes, au début, une certaine rigueur, c'était pour satisfaire les institutions de Bretton Woods, qui voulaient, n'est-ce pas, qu'il y ait une maîtrise de certains paramètres macroéconomiques pour permettre à la Guinée d'arriver au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais après ça, la voracité a repris. Vous pensez que ces institutions ont fui la Guinée aujourd'hui? Ce n'est pas qu'ils aient fui la Guinée. Il y a des dettes qui sont effacées quand même. Je crois, oui, ils ont effacé. C'était ça l'objectif du PPTE. On est arrivé là, ils nous ont effectivement pardonné notre irresponsabilité. Parce qu'après tout, c'est l'argent que nous avons pris, nous l'avons utilisé et mal utilisé. On est venu, on nous a pardonné. Mais ce qui se passe, c'est que cette rigueur-là, à laquelle on était soumis, pour arriver à ce point d'achèvement, dès qu'on l'a obtenu, alors chacun a détaché sa ceinture au gouvernement pour manger le plus qu'il peut, voler le plus qu'il peut. Aujourd'hui, ce gouvernement est écraboussé, n'est-ce pas, de scandales un après un autre. C'est pour cette raison, quand le professeur Alpha Condé continue encore à dire qu'il va sortir des audits contre ses opposants, les gens ne le croient plus. On se demande aujourd'hui si on présente véritablement un audit de la gouvernance du professeur Alpha Condé, ce que les Guinéens feraient. On le chasserait. Vous comprenez? Donc, le problème le plus fondamental aujourd'hui pour le professeur Alpha Condé, c'est qu'il n'était pas prêt. Il n'avait pas les hommes compétents autour de lui pour donner une vision claire dès le début, poser des actes forts dès le début. Alors, on est retombé dans la routine. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à des positions en ont encore privatisé le service public. Chacun est là où il est. Un peu, ça nous rappelle ce que le général Lansana Conté avait dit. C'est là où on attache la chèvre, c'est là qu'elle broute. Alors, ils se sont mis à brouter. Et donc, les Guinéens sont laissés pour compte. Le seul espoir qui reste aux Guinéens aujourd'hui, c'est la naissance d'autres formations politiques comme le BL, n'est-ce pas, qui, comme le frère disait tout à l'heure, nous avons une vision très claire de ce qu'il faut faire dans notre pays. Il faut que nous arrivions à envoyer le pouvoir là où il doit être, c'est-à-dire à la base, et accompagner cela des ressources adéquates et ouvrir ce pays, n'est-ce pas, aux autres pays de la sous-région. Vous prenez par exemple le gâchis que nous constatons actuellement. 16 États en Afrique de l'Ouest. Nous avons une armée, si on combine toutes les armées de la sous-région ouest-africaine, vous trouverez plus d'1 million d'hommes et de femmes. On n'est pas capable de gérer une crise comme celle au Mali. On n'est pas capable de gérer une crise comme celle au Nigeria. Alors on aurait pu, avec 500 hommes et femmes, n'est-ce pas, bien équipés, au niveau régional, on supprime carrément toutes ces armées dans ces micro-États et on a des contingents formés pour combattre dans la savane, dans les forêts denses. Nous pouvons transférer certaines compétences à ce niveau et permettre ainsi la naissance d'un espace économique qui peut compétir avec les autres espaces à travers le monde. L'Europe est aujourd'hui capable de compétir avec les États-Unis quand elle s'est mise ensemble. Aussi longtemps que l'Afrique va continuer à avoir plus de relations avec l'Europe qu'avec les pays qui les entourent, aujourd'hui il n'y a même pas une relation réelle entre la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Aussi longtemps que cela va continuer, nous n'allons... Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est parce que nous ne comprenons même pas là où se trouve notre intérêt. C'est parce qu'il manque complètement... Depuis combien d'années, combien de décennies on est en train de parler de monnaie unique en Afrique de l'Ouest?
C'est devenu une chanson. Chaque année, on se retrouve, on prend les maigres ressources des pays, et puis on va, on se taille, n'est-ce pas, des plats copieux, on dit des discours kilométriques, et puis on se sépare. Rien ne se fait. D'accord. On va y revenir alors, Monsieur Djoumessi. Pour vous, est-ce que cet échec, comme beaucoup estiment, du professeur Alpha Condé est lié c'est que, parce qu'il ne connaissait pas la Guinée, il n'a pas eu vraiment les hommes qu'il faut? Ça dépend. Vous savez, la Guinée est un pays à la fois de contraste, mais aussi de diversité. Beaucoup de paradoxes, beaucoup de paradoxes. Il est regrettable de constater que les gens se battent généralement avec une certaine philosophie ou une certaine compréhension personnelle de la réalité, mais que cette réalité également repose sur ses propres rationalités. La Guinée est un pays qu'il faut essayer de comprendre dans son étendue, dans son ensemble, dans sa profondeur. Lorsque vous prenez le temps de regarder un peu la Guinée, il est dommage, j'aime le répéter, nous avons une part de responsabilité. Cette responsabilité est une responsabilité commune, générale à tous les Guinéens, parce que nous ne voulons jamais dire à nos chefs, à nos dirigeants, le rôle prépondérant qu'ils devraient jouer vis-à-vis de nous, les citoyens, nous qui les investissons de notre confiance. Ils estiment que c'est parce que eux, ils descendent de Jupiter, donc ils méritent la position qu'ils ont sur Terre. Non, c'est les hommes qui les investissent, c'est un peuple qui les investit. Je dis, il ne faut pas avoir pitié d'un peuple, mais il faut respecter un peuple. Un peuple se doit d'être respecté. Est-ce que vous pensez même que ce peuple-là se respecte avec tout ce que nous voyons sur le terrain? J'en viens. Il est dommage aujourd'hui ce même peuple n'est pas fidèle. Que les Guinéens aujourd'hui, au-delà, moi je ne dirais pas, je ne vais pas peut-être dire le même terme que mon frère Faya, échec, mais moi je parlerai de décadence. Que la décadence aujourd'hui que la Guinée est en train de connaître, en fait, est une décadence qui résulte de beaucoup de facteurs, mais surtout de la pauvreté d'esprit de Guinéens. C'est des Guinéens qui ont contribué à appauvrir l'esprit du Guinéen. Le Guinéen, face à une situation de pauvreté matérielle, est capable de réagir. Quel que soit... Excusez-moi, si on fait un petit bilan, on récapitule les choses. Au temps de Lansana Conté, au temps de Sékou Touré, au temps de Lansana Conté, Dadis est venu, c'était les mêmes chansons. Et aujourd'hui, c'est avec Alpha. J'en viens. Je voudrais dire tout simplement que les gens n'ont qu'à regarder la courbe d'évolution de notre pays. En quelle année nous avons commencé à construire la démocratie en République de Guinée? À quelle époque? C'est après 1984. C'est après 1984. Si je ne me trompe, si j'ai bonne mémoire, je pense que la loi fondamentale de la République de Guinée a été promulguée en 1993. Si je ne me trompe. En 1991, déjà, toute la procédure a été engagée. Et c'est en 1993 que la première loi fondamentale est partie. Donc, il a été adopté le multipartisme. Vous pensez que c'est cette jeunesse de cette démocratie qui... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, les gens estiment que c'est à partir de 2010 qu'on a... Je n'ai rien contre le professeur Alpha Condé, personnellement. Je suis un Guinéen, je veux être indépendant, je veux être neutre, je veux me battre en étant objectif, en reconnaissant ce qui est objectif. Mais, il faut dire, la Deuxième République nous a permis aujourd'hui à ce que lui-même il soit investi président de la République. C'est la Première République qui a posé ses bases. Donc il y a lieu que les Guinéens n'occultent pas. Mais aujourd'hui, mes frères guinéens sont en train d'occulter cette réalité. C'est trop grave. Il faudrait que nous ayons, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la réalité, de l'histoire, le courage, la volonté de reconnaître la sincérité des choses. Ça, c'est deux. Deuxièmement, la précarité que nous vivons aujourd'hui sur le plan social, c'est la dévalorisation du travail. On a dévalorisé le travail dans notre pays. Il faut donner... Pourtant, le président Alpha Condé, il a promis d'emplois, beaucoup d'emplois dans ce pays. Vous savez, lorsque vous regardez le combat du professeur Alpha Condé, vous regardez la situation actuelle qu'il vit. Je dis que si la machine qui a géré le feu président Lansana Conté était à un niveau 3,
la machine qui est en train aujourd'hui de gérer, c'est-à-dire, je veux parler de son entourage, de tout ce qui est fait, jusqu'à sa formation politique, ceux qui sont en train de le gérer aujourd'hui, l'ont coupé de la réalité guinéenne. Il n'est au courant absolument de rien. Cette machine aujourd'hui est à un niveau 33 sur une échelle de 50. C'est pour vous dire la gravité dans laquelle nous nous trouvons. Il faut interpeller, il faut dénoncer, il faut indexer. Ça permettra aux uns et aux autres de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui relève de plusieurs niveaux. Pas seulement d'un seul niveau. C'est une poignée de personnes, c'est une poignée de Guinéens qui contribuent aujourd'hui à désintégrer, à désagréger, si vous voulez, le cadre de notre pays. Que ce soit sur le plan minier, économique, social, culturel. Nous sommes en train aujourd'hui de tout perdre. Donc il y a lieu que l'on fasse très attention, il y a lieu qu'on se ressaisisse, il y a lieu qu'on ait avec un certain niveau de discernement, il y a lieu qu'avec beaucoup plus de responsabilité, que les Guinéens soient capables de se remettre sur les rails. D'accord. Alors, Dr Faya Milimono. Écoutez, j'entends souvent, quand on analyse la situation d'échec dans notre pays, on essaie de donner un peu de répit, on essaie de relativiser les choses quand même. On relativise un peu, on donne quelques circonstances atténuantes au président. C'est le président qui choisit. Nous sommes dans un régime présidentiel fort. C'est le président qui choisit son entourage. Et ce choix ne lui est pas contesté. Il choisit jusqu'au planton. Aujourd'hui, tout est pourri autour de lui. C'est que lui-même ne comprend pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Comprenez? Déjà, nous pensons au BL que ce système qui repose sur un seul individu a montré ses faiblesses depuis très longtemps et qu'on devait complètement tourner la page pour voir une équipe émerger pour conduire les affaires de notre pays avec plus de clairvoyance. Mais pourquoi Alpha a échoué? Il a échoué, premièrement, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Vous pensez qu'il peut chercher le pouvoir sans savoir quoi faire avec? Je crois que les premiers actes qu'il a posés, même par la formation de son gouvernement, lorsque vous êtes investi président de la République, dans un pays qui a connu tant de souffrances comme la Guinée, qui a fait tant de sacrifices, la première chose que les Guinéens attendaient de lui, c'est d'abord un discours qui définit clairement les priorités pour les 5 prochaines années. Mais le lendemain de son investiture, il a commencé à nommer les ministres en quinconce. Le Premier ministre même a été nommé, je ne sais pas, 4e, après 3 ou 4 autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun choix de priorité. Et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui effectivement que les secteurs prioritaires sur lesquels on aurait dû mettre l'accent pour atténuer un peu la souffrance du peuple sont relégués au second plan? Nous avons dénoncé la question de la santé dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec des épidémies. Pourquoi on n'arrive pas à y faire face? Eh bien, il faut qu'on soit face à la réalité. Il avait promis c'est même, seulement la gratuité de la césarienne. Gratuité, il a déclaré tout ça, mais avec 2,74% du budget de l'État à la santé, il est clair que même une petite épidémie va décimer des Guinéens. Le système de santé guinéen ne pourra absolument rien faire. En ce moment, lorsque nous fassions la discussion sur ce budget, nous avons essayé de voir la situation dans certains pays de la sous-région. On a été sur Google pour voir qu'est-ce qu'un pays comme le Burkina Faso, par exemple, consacre à la santé. Nous avons trouvé que le budget du Burkina Faso était 1,5 fois le budget de la Guinée. Mais le Burkina consacre 13% de son budget à la santé. Et lorsque le président de la République, en consacrant 2,74% à la santé, vient devant nous à la télévision nationale dire qu'il va faire de Donka un centre sous-régional, c'est une façon de se moquer des Guinéens. Pourtant, la présidence s'est boostée, le budget... Mais bien entendu, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a révision du budget, c'est pour augmenter le budget du président. Nous avons d'ailleurs trouvé, à ce moment-là, quand on examinait ce budget, que le budget du Sénégal... Le budget du Sénégal, qui est 3 fois le budget de la Guinée, la présidence du Sénégal coûte moins aux Sénégalais que la présidence guinéenne aux Guinéens. Nous avons fait la comparaison des chiffres en convertissant le franc CFA en franc guinéen. Et nous avons trouvé que l'année dernière, en 2013,
Eh bien, le Sénégal, la présidence au Sénégal a coûté aux Sénégalais 405 milliards de francs guinéens, convertis en francs guinéens. Le guinéen, c'est 408 milliards, alors que le budget au Sénégal est 3 fois le budget de la Guinée. Donc, le monsieur, ne sachant quoi faire, n'a aucun ordre de priorité. L'éducation, c'est un autre secteur pauvre. Secteur vous comprenez? Oui. Tout le secteur de l'éducation ne reçoit que combien de pourcents? 11%. Et on parle dans les discours tous les jours d'équilibre entre les trois pouvoirs. Vous savez quel est le budget de la présidence par rapport au budget de l'Assemblée? 13 choses, 11 fois le budget de l'Assemblée, c'est le budget de la présidence. Plus de 20 fois le budget de la justice, c'est le budget de la présidence. Comment vous pouvez imaginer, en pareille circonstance, un jour, voir un pouvoir émerger dans le cadre de la division des pouvoirs, la déclaration telle que Montesquieu le dit, un pouvoir qui arrête un pouvoir. Mais faut-il que le pouvoir qui arrête un pouvoir ait les compétences et les moyens d'arrêter un pouvoir? Mais lorsqu'on fait de vous des mendiants, quasiment des mendiants, vous prenez l'Assemblée nationale, 32 milliards, la présidence, nous bouffe plus d'1 milliard par jour. 365 milliards, soit 1 milliard par jour. Et lorsqu'ils vont majorer, parce qu'il y aura encore une autre révision, vous verrez qu'à la fin de l'année, le budget de la présidence va grimper au-dessus de 400 milliards. Pendant ce temps, une autre question qu'on a posée à Diaré, jusqu'à présent qui n'a pas répondu, 22 milliards de francs guinéens de ce budget. 22 000 milliards. 22 000 milliards. 22 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce qu'on en a fait? On dit autres dépenses. Pendant que tous les départements ministériels dans le budget de chaque département, il y a déjà des imprévus. Mais 22 milliards de francs guinéens, on continue à dire autres dépenses. Où cet argent va? Est-ce que c'est utilisé pour financer les groupes qui sont en train de faire aujourd'hui semer la pagaille ou la panique parmi les Guinéens? Vous comprenez? Il n'a aucun ordre de priorité. Il ne sait pas quoi faire. La seule chose qui semble l'intéresser, c'est s'enrichir. Et là, il est en train de le faire. 700 millions de dollars pris avec Rio Tinto, c'est de la corruption elle-même. Parce que les 700 millions n'ont été obtenus dans aucun cadre juridique normal. Et c'est cash qu'on a donné au professeur Alpha Condé. Aujourd'hui encore, aucune justification de cela. Personne ne peut nous dire, hors de tout doute, qu'est-ce qu'on en a fait. Vous comprenez? D'accord. Donc, lorsque vous avez un président qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas d'ordre de priorité, à quoi vous devez vous attendre? On dit que lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez même pas vous rendre compte que vous êtes perdu. Mais c'est quand vous savez où vous allez que vous allez vous dire, je crois que nous ne sommes pas sur le chemin. Nous ne savons pas où nous allons avec le professeur Alpha Condé. C'est pour cette raison qu'on est complètement perdu. On est dans une forêt, on a perdu les repères et le peuple de Guinée est abandonné. C'est pour cette raison qu'il faut demander une rupture en 2015. C'est sur ça qu'on est. Alors, M. Djoumessi, on parle d'investissement, on parle de problèmes en Guinée. Quand même, il y a eu quelques chantiers ouverts par son gouvernement. Indéniablement. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a eu des actions qui ont été menées sur le plan, si vous voulez, de la réalisation de certaines infrastructures. Je disais tantôt à l'entame de cette émission qu'il était évident que de gros efforts ont été menés pour essayer de ramener l'équilibre macroéconomique, sans donner certains détails. Il est évident aujourd'hui qu'il reste beaucoup à faire sur le plan politique, parce que pour moi, l'essentiel, ce sont les réformes politiques profondes. Un agenda politique avec des élections, avec des calendriers, n'est-ce pas, par rapport aux élections qui doivent se tenir de façon claire, où toutes les forces vives de la nation devraient prendre part dans un cadre cohérent, participatif. À partir de ce moment, l'ensemble des Guinéens, de quelque niveau qu'ils soient, de quelque catégorie sociale, n'est-ce pas, qu'elle soit, tout le monde se sentira concerné
par la vie de la nation. À ce niveau, que vous inspire tout ce temps que nous avons fait, que nous avons passé dans l'organisation des élections législatives qui nous ont permis aujourd'hui, il faut le rappeler, l'installation de cette Assemblée nationale? Oui, mais vous pensez que c'est la première Assemblée nationale en l'ère démocratique en République de Guinée? J'ai dit non. Le général Lansana Conté a instauré, a placé la première assemblée dans ce pays. Ce n'est pas maintenant que nous connaissons. Le problème qu'il y a, il l'a dit tantôt en passant, c'est un problème d'hommes. Ce sont les ressources humaines dans ce pays qui posent véritablement problème. Les hommes ou la conscience, vous ne pensez pas que c'est... C'est les hommes. C'est les hommes. J'ai parlé en faisant allusion à la pauvreté de l'esprit, mais aujourd'hui, ce sont des systèmes qui se sont institutionnalisés. Des systèmes qui ont infiltré l'armée, la police, l'administration, la présidence, tous les secteurs stratégiques de la nation. Donc, il faille avoir une certaine capacité de gestion pour identifier et opposer, n'est-ce pas, des solutions à ces problèmes. Est-ce que cela peut être possible avec ce pouvoir Vous savez, il a fait allusion tout à l'heure à quelque chose. Moi, je vais l'illustrer autrement. Quand un chef ou un propriétaire d'esclaves dit à ses esclaves, levez-vous et suivez-moi. Ils se lèvent, ils exécutent. Ils le suivent tous. Au crépuscule, après une longue marche, au crépuscule, voici le propriétaire de l'esclave qui s'arrête sur la colline et qui se retourne pour regarder ses esclaves. Mais où nous sommes? Les esclaves disent, non patron, nous vous suivons. Vous avez dit de vous suivre, on vous suit. Nous ne savons pas, on ne s'est pas intéressé à savoir où nous allons. Donc moi, je l'illustre comme ça. Nous ne pouvons pas gérer une nation avec amateurisme. Nous ne pouvons pas gérer une nation à vue. Nous sommes tenus de gérer une nation à travers une vision stratégique. Il faut avoir des repères. Il faut avoir les moyens d'évaluer. C'est pourquoi la mise en œuvre ne consiste pas simplement à poser un acte. La mise en œuvre, c'est depuis la conception, la recherche des fonds, les hommes, le calendrier, tout ça, ça rentre dans la mise en œuvre. Donc, il y a lieu de comprendre qu'aujourd'hui, la construction d'une nation se bâtit à l'ère du développement durable, à l'ère où les Guinéens, n'est-ce pas, veulent ou s'inspirent de l'émergence ou de ce que pourrait être l'émergence, parce qu'il faut le reconnaître, le projet Simandou, qu'on le dise ou pas, qu'on aime la Guinée, qu'on n'aime pas, qu'on aime le professeur Alpha Condé, qu'on l'aime pas, le projet Simandou en lui-même est le projet infrastructurel le plus grand au monde. Le plus grand au monde, s'il est réalisé. Je dis bien, s'il est réalisé. Est-ce que vous y croyez à ce que ce projet soit réalisé? Non, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit maintenant ou pas, nous souhaitons, n'est-ce pas, que ce soit réalisé maintenant. Nous le souhaitons vivement. C'est un projet qui va être réalisé. Vous savez pourquoi? Il y a un avantage clé qu'aujourd'hui on n'est pas en train de dire. C'est le projet à ciel ouvert qui va coûter le moins d'investissement possible pour son extraction et son exportation. Mais le préalable, ce sont les infrastructures. Ce sont les infrastructures. Si je le dis à haute intelligible voix, en regardant tous les Guinéens en face pour leur dire, si on faisait l'erreur d'exporter cette richesse par le Libéria, on aurait exporté notre croissance. Donc mieux vaut que notre croissance soit endogène, que notre croissance soit en Guinée, et que les Guinéens en bénéficient, que de l'exporter. D'accord. Pour toujours essayer de cerner votre préoccupation, il y a beaucoup de management à faire. Mais il faut une volonté, mais il faut aussi politique, mais il faut une capacité, je le dis. Il y a des hommes en Guinée qui sont capables, qui ont une certaine expérience. Il y a aujourd'hui les échanges. Le monde actuellement n'a plus de frontières. Le monde actuellement est un monde qui repose, si vous voulez, sur... Certains le disent gagnant-gagnant, ainsi de suite. Mais il y a lieu aujourd'hui que ce monde soit conduit par des personnes qui réfléchissent, qui ont des équipes, qui ont des bureaux, qui ont des conseils, qui servent leur nation. D'accord. On va poursuivre le débat. Alors, docteur Faya, on va parler droits de l'homme dans ces 4 ans et demi, justice, sécurité dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu vraiment des avancées significatives dans ces domaines? S'il y a un domaine dans lequel l'échec est encore plus patent, c'est au niveau des droits humains. Le professeur, comme par ironie,
nomme au gouvernement quelqu'un qui est chargé des libertés et des droits, qui parle beaucoup, qui dénonce beaucoup le gouvernement, mais qui ne fait rien pour que les droits des Guinéens soient respectés. Il s'agit de mon frère Kassama Diabé. Sous la présidence du professeur Alpha, on a connu dans le passé beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie dans les prisons. Mais aujourd'hui, ça se fait au grand jour. Ici, devant nous, à Conakry, au moins 50 personnes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs droits. Il faut le préciser. C'est un professeur de droit qui est là. 50 personnes ont perdu la vie, ont été tuées par balle dans l'exercice de leurs droits. Nous avons vu d'autres crimes qui seront élucidés un jour. Et là, on le promet au professeur Alpha Condé. Les cas comme Zogota, où, après avoir commis le premier crime, en allant s'attaquer aux installations de vallées, en les détruisant et en mettant cela au compte des pauvres gens, et on va les tuer avec les munitions, les camions, n'est-ce pas, de l'État. Partout où vous vous tournez, vous passez par Saoro, vous passez par, comment on appelle ça, par Zogota, vous passez par Gekedou, un peu partout, le droit du Guinéen est aujourd'hui bafoué. Je peux comprendre que cela vienne de quelqu'un d'autre que du professeur Alpha Condé dans les années 90, lorsque nous formions l'opposition. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui croyaient en lui en 90, qui ont vu leur scolarité écourtée ici en Guinée. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Ceux-là s'étaient battus pour des valeurs de liberté, des valeurs de justice, les valeurs d'égalité, n'est-ce pas, du respect de la dignité du Guinéen. Et bien là, ceux-là sont en train de se tourner aujourd'hui dans leur tombe. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est que l'exercice du droit peut vous coûter la vie, peut vous rendre infirme. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont des exemples aujourd'hui. Sans compter que l'impunité est aujourd'hui, si vous voulez, l'arme principale de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Il n'y a aucun cas qui ait été élucidé, n'est-ce pas, des cas d'injustice dans ce pays depuis que le professeur Alpha Condé. Rapidement, une dernière question parce qu'on est pris par le temps. Quelles seraient les conséquences alors de cet échec dont vous dénonciez pour les échéances 2015? Les conséquences, c'est clair. Nous sommes en train, en tout cas au BL, déjà de construire le message et nous sommes en train de l'expérimenter. Il faut dire clairement aux Guinéens que la rupture est ce qu'il faut en 2015. Nous avons affaire à un cancer en Guinée. Cela se démontre à travers l'échec clair du professeur Alpha Condé en mettant autour de lui des gens qui avaient mis à genoux le pays hier. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de nous enterrer vivants. Alors, pour empêcher cela, en 2015, nous offrirons l'alternative de la rupture et il faut qu'il y ait une amputation parce qu'un cancer, ça mérite une amputation. D'accord. Alors, M. Djoumessi, pour terminer. Moi, mon sentiment, il est clair là-dessus. La lecture de la situation socio-économique de notre pays m'amène aujourd'hui à dire d'oser, osons anticiper le changement. Osons anticiper le changement. Je veux dire tout simplement aujourd'hui, changeons de république sans changer de république. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, aujourd'hui, il faut changer la situation de notre pays. Il faut doter notre pays d'institutions fortes. Avec qui? Comment? Ben, c'est une lutte, c'est un combat. Aujourd'hui, vous avez un parti politique, vous avez des partis politiques, vous avez des institutions. Vous pensez notre que la problème, solution, c'est avec la stabilité d'un pays, la stabilité d'un continent repose sur des institutions fortes. La précarité des institutions ne peut pas soutenir des institutions, c'est-à-dire la stabilité. Donc il y a lieu aujourd'hui de revoir. Donc je dis bien, il faut changer de république. Changer de république, c'est de revoir toutes les faiblesses constitutionnelles. C'est de revoir notre manière de mener notre justice. Parce que si nous ne réglons pas les problèmes, les contentieux socio-historiques de notre pays, ça nous rattrapera d'une manière ou d'une autre. Ça ne nous échappera jamais et nous n'allons jamais y échapper.
Ça, il faudrait que ça soit écrit et retenu par l'ensemble de tous les dirigeants ou de tous ceux qui veulent diriger par ce pays qui a lieu de régler ces problèmes. La question d'injustice, la question de droit de l'homme. Moi qui suis assez, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je viens d'un village aujourd'hui que tous les Guinéens connaissent de nom. Je ne le cache pas, je le dis en regardant tous les téléspectateurs. Mon village, c'est Baro. J'ai perdu tous les cadres guinéens intellectuels à la retraite de ce village. Ils ont été tous matés, décimés au temps du feu général Lansana Conté pour le président Alpha Condé. Je vous le dis. C'est ce village qui l'a soutenu, qui a fait qu'il est rentré, qui continue à le soutenir, mais il y a lieu de revoir les choses objectivement. Cette période est une période historique que nous avons inscrite, mais aujourd'hui nous sommes à un moment, il y a lieu aujourd'hui de revoir les choses autrement. L'histoire est très têtue, ça rattrapera. Mais je vous dis une fois de plus, dans ce pays, il faut que nous osons anticiper le changement. Il faut aujourd'hui faire en sorte de doter ce pays des instruments essentiels, indispensables pour la construction de la démocratie. Les droits humains, on ne cessera jamais de le dire. Gassama le dénonce, il se bat contre bec et ongle. Mais il y a lieu aujourd'hui, très sincèrement, que tous les Guinéens comprennent que la vraie démocratie, le vrai cadre d'expression démocratique repose sur les droits humains. Il faut respecter cela. Nous avons vu ici le président Alpha Condé faire les frais d'un régime. Aujourd'hui, nous souhaitons que lui-même, il utilise, n'est-ce pas, ce facteur comme étant un levier d'émancipation de nos populations, un levier d'émancipation de notre nation, qu'aujourd'hui, notre pays, nos populations, réellement soient à l'abri de cet exercice-là. Ça, c'est un exercice en 2014 qui ne devrait plus exister en République de Guinée. Tant nous avons trop souffert, tant le crime de sang dans ce pays est un crime aujourd'hui qui est dans la mémoire de tout le monde. Même ceux qui sont nés hier savent qu'il y a eu un crime de sang. Voilà. Le crime économique, lui, il est d'une dimension exponentielle, aggravante, évolutive. Il n'y a aucun remède. Cela y va de la faiblesse des institutions, de la faiblesse de la justice, de la faiblesse du pouvoir en place. C'est une évidence. On va y revenir. En tout cas, ça n'est terminé pour ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que j'avais sur ce plateau Dr Faya Milimono. Il est président du Bloc libéral. Merci. Également notre consultant politique Moussa Djoumessi. À la prochaine. Salut à tous.